Donc bonjour à tous, je m'appelle Thomas Béatrice et aujourd'hui je vais vous présenter le travail que j'ai présenté à la conférence PowerTech de Belgrade en 2023. Le travail portait sur l'optimisation GPU d'un marché endogène pair à pair avec des différenciations de prix. L'ensemble des noms en bas à droite sont l'ensemble de mes encadrants et je fais partie du laboratoire SATI en France. Avant de présenter vraiment mon travail, je dois présenter le marché électrique dans son ensemble. Actuellement, on a un marché qui est dit centralisé, c'est-à-dire que l'ensemble des agents communiquent à un opérateur central leur coût et leur volonté de production, et c'est l'agent central qui va utiliser un algorithme pour minimiser la somme des coûts de production de l'ensemble des agents, en faisant en sorte que la somme des productions soit égale à la consommation. L'ensemble des calculs est fait sur un grand ordinateur, de grands serveurs. Mais dû à l'augmentation du nombre d'agents sur le réseau et l'intégration de plus en plus importante des énergies renouvelables, la recherche essaie de démontrer la nécessité de passer à un marché décentralisé. Dans ce genre de marché, on n'a plus d'opérateur central, on a un ensemble d'agents qui communiquent entre eux pour se mettre d'accord sur les prix et sur la quantité d'énergie échangée. Donc ici, la minimisation n'est plus que sur les agents, mais sur l'ensemble des agents et l'ensemble de leurs voisins, de leur coût de de leur coût de production, enfin de leur coût d'échange plutôt. Et ici, on a une antisymétrie des échanges, c'est-à-dire que ce qui est acheté doit être vendu, de manière assez logique. Et là, l'ensemble des calculs est fait sur des petites unités de calcul que chaque agent a chez lui, typiquement un compteur ou sur le choses. Mais avant de pouvoir réaliser ça en vrai, il faut réaliser de nombreuses simulations. Et en simulation, on se retrouve dans le cas où on a un marché qui est décentralisé, un algorithme qui est décentralisé, mais le calcul n'est pas réalisé sur les petites unités de calcul, mais sur un seul ordinateur, pas forcément le plus puissant qui existe. Et ça doit être fait avant l'implémentation dans la vie réelle, et donc on n'a pas du tout accès à tout ce qui va être une unité de calcul justement décentralisée. Alors, pourquoi on a besoin de simuler? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, on va vouloir dimensionner le nouveau réseau, que ce soit le réseau de communication ou le réseau électrique, avec les nouveaux agents qui vont s'intégrer dedans. On doit aussi simuler pour régler certains paramètres qui peuvent être utiles dans les algorithmes pour être sûr d'atteindre la convergence. On doit aussi vérifier dans tous les cas la stabilité et la convergence de notre marché pour éviter de casser tout le réseau. Et enfin, on va devoir simuler sur de longues périodes de temps puisque on a besoin de vérifier la robustesse face à des événements extrêmes, type tempête ou pic de consommation. Or, simuler un petit réseau, c'est pas du tout la même chose que simuler un grand réseau. Les comportements peuvent être complètement différents. C'est pour ça qu'on a besoin de faire la simulation de grands cas sur de grandes périodes. Par contre, si on essaie de regarder ce genre d'algorithme, leur complexité et l'évolution du temps de calcul, on peut voir que assez rapidement, ça va exploser avec le nombre d'agents, en sachant qu'on va essayer de simuler à l'échelle de pays, donc ça peut être très nombreux. Or, si dans la littérature on peut trouver un algorithme qui résout en 10 secondes un cas de 30 agents, ça fait à peu près un jour pour une année sur MATLAB, sur CPU, c'est classique et c'est totalement supportable, on va dire. Et par contre, si on commence à avoir des milliers d'agents, ça va prendre plusieurs années et là c'est complètement impossible. C'est pour ça qu'on a ici un blocage scientifique et mon but, ça va être de permettre la simulation justement avant le déploiement opérationnel de ce genre d'études. Donc maintenant, je vais pouvoir vous présenter c'est quoi le marché endogène et après, je pourrai présenter mes résultats et quelques discussions à propos de ça avant de conclure. Donc le marché par pair, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, ça va être la minimisation donc sur la somme des agents et la somme de leurs voisins des coûts des échanges, avec les antisymétries des échanges, avec du coup la puissance totale des agents qui va être la somme de leurs échanges. Quand on rajoute la partie endogène, c'est qu'on va essayer de prendre en compte les contraintes dans les lignes pendant le marché, c'est-à-dire en même temps. Donc ici, on calcule la puissance dans les lignes. Donc ici, c'est juste la multiplication avec la sensibilité du réseau par la puissance des agents. Ici, ce qu'on appelle ici un DC power flow, donc c'est un power flow qui est linéarisé. Et donc on va rajouter la contrainte que le flux dans les lignes doit être plus petit que le flux maximal admissible par la ligne. Alors comment on fait ça? On résout le marché par pair avec une ADMM, c'est un algorithme particulier pour décentraliser. Donc chaque agent va minimiser sa fonction coût, va envoyer les échanges qu'il a envie de faire avec ses voisins et envoyer ses puissances totales au gestionnaire, donc au système opérateur. Le système opérateur, donc le gestionnaire, va calculer donc les puissances dans les lignes, va transformer ça en un surcoût pour chaque échange avec les agents via une ADMM et va envoyer ces surcoûts aux agents. Et on boucle ainsi
comme ça jusqu'à atteindre la convergence. Donc si on fait un petit schéma, on obtient ce genre de choses. À l'initialisation, le gestionnaire envoie les informations dont l'agent a besoin pour prendre en compte, on va dire, les surcoûts associés à ces échanges. Et pendant le fonctionnement, il y a le marché par pair qui fonctionne, qui envoie juste les puissances totales au gestionnaire réseau, qui lui envoie les résidus pour savoir si ça convergeait et le surcoût. Donc c'est une formulation qui est possible, mais ce n'est pas forcément la seule. L'avantage de cette formulation, c'est qu'elle permet de continuer à respecter la privacy, les informations privées de chaque agent et du marché, tout en ayant un gestionnaire central. Cette partie-là, le marché par pair, je l'ai déjà optimisé dans un précédent travail, donc je ne vais pas le faire ici, je ne vais pas du tout le présenter. Par contre, je vais pouvoir présenter l'optimisation de la partie du gestionnaire. En sachant que cette partie-là, on va montrer ces quelques lignes, c'est juste un calcul de matrice. Mais donc là, ça veut dire que pour optimiser ça sur GPU, c'est-à-dire qu'il va falloir optimiser les accès mémoire. Alors là, une petite parenthèse sur GPU. Qu'est-ce que c'est GPU? On a un code qui va à la fois s'exécuter sur CPU et GPU. Sur CPU, ça va être complètement en série, ça va être l'un puis l'autre. Et quand on aura besoin de paralléliser, le CPU va demander au GPU d'effectuer des calculs sur une certaine partie de la mémoire, qui est déjà sur GPU. Le GPU est constitué c'est la grid, et c'est constitué de l'ensemble de blocs. Chaque bloc est constitué de threads qui vont être finalement des unités de calcul indépendantes qui vont calculer eux-mêmes leur calcul. Et chaque bloc, on va dire, a sa propre mémoire partagée qui peut échanger entre les threads. Pour pouvoir optimiser un calcul sur GPU, il y a plusieurs règles à respecter, mais notamment il faut des accès mémoire coalescents, c'est-à-dire que des threads qui ont des numéros consécutifs doivent accéder à de la mémoire qui est installée consécutivement dans la mémoire. Et il faut utiliser le plus possible la mémoire partagée entre les blocs, puisque c'est une mémoire qui est plus proche matériellement des calculs et donc qui va être beaucoup plus rapide. Alors maintenant, on peut se poser la question, on a une matrice mathématique qui est en 2D, et on va se demander comment on va la stocker dans le GPU, en sachant que dans le GPU, on peut le faire en une seule dimension, c'est plus efficace. Donc comment on fait? Soit on stocke ligne par ligne, soit colonne par colonne. Si on stocke ligne par ligne, ça fait ce genre de choses, c'est 3 fois la même ligne, ne vous inquiétez pas. Et si on stocke colonne par colonne, qu'on prend un transposé de la matrice, ça revient au même, on obtient ces 3 autres lignes. Une fois qu'on a ça, on essaye de regrouper les calculs par bloc et on peut se demander qu'est-ce que doit calculer un bloc. Est-ce qu'il doit calculer une colonne, une ligne ou un nombre fixe de données. Et en fonction de comment on a organisé la mémoire, et si on donne une couleur par bloc, ça donne ce genre de répartition. On ne peut pas en dire grand-chose, seulement que la deuxième ligne et l'avant-dernière ligne, c'est des accès qui ne sont pas coalescents parce que justement les couleurs ne sont pas adjacentes, elles alternent. Mais si ça se trouve, ces méthodes-là d'organisation sont plus efficaces si elles utilisent plus de mémoire partagée, par exemple. Donc on ne peut pas conclure juste grâce à ça. C'est pour ça que pour trouver la meilleure manière de calculer, j'ai implémenté toutes les configurations possibles pour tous les calculs que fait le gestionnaire. J'ai fait différents tests benchmark sur des données aléatoires qui sont copiées entre chaque itération pour éviter que le GPU optimise les accès mémoire. J'ai fait pour différents taille de problème, nombre d'agents et nombre de lignes, et j'ai pu mesurer le temps que prenait chaque méthode. À chaque fois, j'ai gardé la meilleure méthode pour la matrice en tant que telle ou pour sa transposée, et j'ai comparé la somme des temps pour tous les calculs. Cela nous permet de faire ce genre de graphe. On peut voir qu'à petite échelle, on va dire, les courbes sont superposées, c'est la même chose de prendre la matrice ou sa transposée. Par contre, à grande échelle, on peut voir, en cas le plus extrême, un facteur 2, parce que c'est une échelle logarithmique, ça déforme les proportions. Et donc là, on peut voir qu'à très grande dimension, utiliser la transposée de la matrice permet de diviser par 2 le temps de calcul du gestionnaire. Ce qui est tout sauf négligeable. Au niveau des résultats de l'algorithme en général, on peut voir ici, je vais montrer ici la différence de temps sur CPU et sur GPU sur des cas aléatoires. Et on peut voir assez rapidement que à petite échelle, le CPU est plus rapide, mais par contre, à grande échelle, le GPU devient beaucoup plus rapide. En sachant qu'à 900 agents, le CPU est beaucoup trop lent pour permettre de faire des simulations statistiques, et ça prendrait plusieurs jours. Donc je montre ici que 800 agents.
J'ai aussi testé sur un cas qui est fixe avec des données accessibles en open source, qui est un cas européen. Ici, on a 2500 agents et 140 lignes. Et ici, le GPU est à peu près 300 fois plus rapide. Donc on peut voir que plus on est grand, plus on est rapide. Cependant, il y a quand même un point qui est assez important et que j'ai caché en montrant les résultats, c'est qu'en fait, les cas à très grande échelle, souvent, ne convergent pas, même avec un très grand nombre d'itérations, même en réglant le mieux possible les différents paramètres de l'algorithme. Ici, si on monte sur le cas européen et qu'on ne simule pas qu'une journée, mais tout un mois, on peut voir qu'il y a 5 fois où, même en 20 000 itérations, on n'a pas convergé. Or, 20 000 itérations, en fait, c'est 20 000 communications entre chaque paire du réseau. Donc, c'est complètement impossible de faire 20 000 communications en une heure. Donc, il faut réussir à réduire ce nombre d'itérations. À quoi est dû ce nombre d'itérations? C'est qu'on n'arrive pas à respecter les contraintes dans les lignes. Donc, les solutions, c'est changer l'algorithme. La DMM, évidemment, ne marche pas à cette échelle. Ou alors, essayer de réduire la précision demandée pour cette contrainte. Cependant, si on réduit trop la précision, on risque de ne plus respecter les contraintes dans les lignes, sachant que la contrainte a été relaxée. Donc, la solution que j'ai utilisée pour pouvoir présenter les résultats, c'est rajouter un offset sur les limites. Il ne fallait pas que le offset soit trop grand, parce que sinon on aurait avoir une solution qui était suboptimale. Mais si elle est trop petite, les contraintes ne sont pas respectées. Donc ici, j'ai testé pour différentes valeurs d'offset l'overflow qui arrivait dans les lignes. On peut voir que si on ne met pas d'offset ou si on en met un offset que de 1, donc c'est en mégawatts, on dépasse les limites à un certain moment dans certaines lignes, mais pour un offset de 2 ou de 5, on la reste largement en dessous. Donc pour conclure, ici, dans ce travail-là, j'ai réalisé l'optimisation, l'analyse et l'implémentation d'un marché endogène d'électricité. Le GPU est vraiment beaucoup plus rapide et permet en fait de faire de la simulation à grande échelle, et ça a permis de démontrer que finalement l'ADM dans sa version de base n'arrivait pas à atteindre des grandes précisions sur les contraintes dans la puissance dans les lignes. Et donc d'autres algorithmes de décentralisation avec des meilleures propriétés de convergence ou d'autres manières de gérer justement cette contrainte doivent être testées pour réaliser ça à grande échelle. Et dans de futurs travaux, je suis en train de réaliser un marché endogène, mais cette fois avec des contraintes non linéarisées dans les lignes, ce qui permet en plus de prendre en compte tout ce qui va être tension dans les bus. Donc merci pour votre attention. Voici mes informations de contact, si vous avez des questions.